Bonjour à tous. Je reçois Dr Paul-Hervé Agoubli, secrétaire général du mouvement Objectif République, un tout nouvel acteur de la société politique ivoirienne. Je rappelle que vous êtes chargé de cours en littérature et civilisation française au département de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'inviter. Alors, docteur, est-ce que vous comprenez cette polémique qui enfle depuis quelques jours autour de la réintroduction de la carte de séjour pour les étrangers hors CEDEAO en Côte d'Ivoire? Oui, au sens de l'appropriation par le corps civil ivoirien, l'ensemble des citoyens des décisions que prend l'État et le gouvernement, oui, je le comprends, parce qu'il s'agit d'une appropriation et il faut voir quel est le passé et le passif de ce qu'a été, on peut appeler ça la carte de séjour, la carte de résident en Côte d'Ivoire pour savoir que se souvenant de cette occurrence-là, le citoyen ivoirien et au-delà soit interpellé par, entre guillemets, le retour en grâce de la carte du titre de résident en Côte d'Ivoire. Surtout que la question qui est posée ici est celle de la différence de traitement entre, disons, les étrangers hors CEDEAO qui sont des Africains. Et puis vraiment ce que ça peut apporter économiquement à la Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est-à-dire que, bon, finalement, et ça aussi, il faut regarder cette question-là, parce que c'est de ce point de vue que M. Katinan du PPACI regardait la problématique. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ouais. Surtout que si ce que postule M. Katinan est avéré, est-ce qu'on n'a pas l'expérience du passé pour nous instruire que, vous parlez comme le monsieur de la rue abidjanaise, ce n'est pas partout forcément qu'il faut chercher cet argent-là. Oui. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a également rouvert ses frontières. On s'en réjouit forcément. Absolument. Mais pensez-vous qu'il était utile de les garder aussi longtemps fermés? Moi, je vous fais des réponses. Même après la fin de la Covid. Justement, je vais vous faire des réponses franches. Hein. Je ne vois pas l'utilité de cette mesure, surtout que quand vous lisez les commentaires... Laquelle des mesures? De la fermeture prolongée, enfin longue, pas prolongée, longue des frontières, je n'en vois pas l'utilité parce que quand vous lisez les commentaires justement de la presse introduite, j'ai vu des médias internationaux, mais l'État lui-même se plaignait effectivement de mouvements suspects, en tout cas indélicats autour des frontières. Et simplement parce que la nature ayant horreur du vide, les gens se sont aménagés des passages pour faire perdurer les trafics. Et c'est un manque à gagner, effectivement, pour l'économie nationale. Donc, il faut être plus vigilant à l'avenir sur ce type de choses. Alors, qu'est-ce que vous a inspiré la petite vidéo de l'interpellation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, opposant à Macky Sall? Il a été interpellé sans ménagement. Voilà. Oui, vous qui êtes sensible aux questions liées à la liberté. Oui. Faut pas en avoir peur en Afrique. Déjà, mon sentiment, c'est une grande tristesse. C'est une très grande tristesse parce que je vois le président Macky Sall lui-même dans les mêmes conditions il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est une folie, cette amnésie africaine-là, pardon, ça peut paraître comme ça de le dire un peu de l'ordre du préjugé, mais on a vécu les mêmes choses et puis on les reprend. Je salue le calme de Ousmane Sonko, mais je suis vraiment une très grande tristesse. Il est porté par une force populaire. Bon, rien ne dit qu'il va gagner les élections de 2024, mais même s'il les gagne... il faut déjà qu'il puisse y aller, et puisque là... Oui, il y a une condamnation qui pèse sur sa tête. Voilà. Et ce sont des manœuvres qui n'honorent pas ceux qui s'y adonnent. Parce que, encore une fois, je crois qu'on en parlera en deuxième partie de... Il faut se rendre à l'évidence que les pays n'appartiennent pas à ceux qui les gouvernent. Les pays n'appartiennent pas à ceux qui les gouvernent. Les pays appartiennent à un souverain, c'est le peuple. C'est lui qui décide. Vous avez vu le cas de la Grande-Bretagne. Quand il s'est agi d'aller au Brexit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit?
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah oui, mais les gens, c'est le peuple, ils ne savent pas, ils ne sont pas informés. Ce pas des gens qui ont une conscience politique suffisante. Et puis les gens ont fait le Brexit. Et puis la Grande-Bretagne est là. Et enfin, la terre continue de tourner. Donc c'est aux Sénégalais à décider. Ce n'est pas aux gouvernants. Parlons du Sénégal. Il rôde sur ce pays, sur cet exemple de démocratie en Afrique, un pesant soupçon de désir de Macky Sall de briguer un troisième mandat. Alors, quelqu'un me disait, rien de grave hein, que le Sénégal fasse comme tout le monde. Ouais. Bon, donc, est-ce que vous avez également ce soupçon-là? Mais ça serait avéré que ça serait la catastrophe. Le Sénégal, c'est un miroir. Le Sénégal est un miroir, ce qu'on appelle les pères fondateurs un peu facilement partout. Mais au Sénégal, ils ont fait un travail formidable. J'ai l'impression qu'on veut démoraliser les peuples d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique en général, d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'ils ne francophones, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient rien réussir. Il n'y aurait de modèle de rien qui marche ici. Mais vous allez démoraliser les peuples. Il n'est pas possible, aujourd'hui c'est un anachronisme, faire un troisième mandat est un anachronisme. Et très souvent, ceux qui s'engagent dans ces voies-là disent le faire pour sauver le peuple, mais personne ne sauvera personne. Personne ne sauvera personne. Les peuples se prennent en charge eux-mêmes. Il faut le comprendre. Il faut comprendre qu'il y a un principe autonome dans les peuples, qui sont capables à n'importe quel moment de prendre leur destin en main. Mais absolument. On veut infantiliser les peuples de la sous-région, soi-disant. Et il y a un très grand rêve dernièrement qui se diffuse. Là, pour le coup, c'est une erreur parce que les gens veulent calquer dans leur confrontation au bloc de l'Est, hein, si je puis l'appeler comme ça, veulent calquer cette dynamique de l'homme politique puissant, de l'homme d'État puissant. Fort. Et vous voyez, dans toute l'Europe, vous l'entendez de plus en plus. Et ça se diffuse dans nos pays d'Afrique francophone. On a tendance que, comme il y a une crise géopolitique mondiale qui se passe, il faut mettre face à face, dans les pays, des pouvoirs forts. C'est une erreur. Nous allons parler d'objectifs République. C'est votre mouvement que vous avez créé. Première question toute simple. L'aventure avec le parti Leader, c'est fini. Oui, on peut le dire. Leader a été une très belle aventure. C'est une rupture sans fracture, j'imagine. Sans fracture, avec à la fois, parce qu'il faut que je sois totalement honnête, sinon, voilà, à la fois avec l'équipe qui continue de diriger le parti aujourd'hui, qui continue d'exister. Nous avons donc des rapports cordiaux, mais aussi avec le professeur Mamadou Koulibaly qui en est le fondateur et qui lui, c'est des accès du parti, qui en est parti. Nous avons là encore des rapports plus que cordiaux. Il s'est trouvé qu'à un certain moment... vous vouliez vous assumer autrement. Et le professeur d'abord voulait faire le bilan, faire un point, prendre une petite retraite par rapport à tout ça, prendre la distance. Et que donc on avait deux possibilités, soit abandonner tout ça, mourir complètement, et puis, ou bien alors nous assumer. Et donc, avec certains amis de leaders, mais au-delà, nous avons décidé de créer ce mouvement. En attendant de le transformer en parti politique. Donc, d'être dans les idées avant d'être dans l'action délibérée complètement politique. Alors, vous voulez promouvoir les idées, les valeurs républicaines. Moi, j'approuve, j'applaudis même. Mais depuis toujours, sous nos cieux, on réduit par ignorance ou par mauvaise foi les idées à des abstractions. Oui, merci. C'est un handicap. Oui, c'est un gros handicap. Et là, je suis en train de faire un bouquin sur la question parce que, bon, on n'arrive pas sur l'espace public comme ça sans décliner sa pensée et son projet. Et le constat que j'ai fait, parce que c'est une série de constats, vous avez parlé d'abstraction, vous avez totalement raison. Mais cette abstraction est arrivée pourquoi, me semble-t-il, en Côte d'Ivoire? Parce que dès lors qu'on a parlé de république et de démocratie, vous allez prendre par exemple la France,
autour du XVIIIe siècle. Vous prenez l'Italie à partir du X-XIe siècle. Vous prenez l'Angleterre vers la même période. Vous prenez les États-Unis, quand les pères fondateurs. Il y a une discussion interne, profonde, sur la démocratie et la République. Et le sens. Et le sens. Une discussion. Vous avez toute une littérature qui est la trace, n'est-ce pas, qui rend compte de cette discussion et au terme desquelles il a fallu choisir un chemin à chaque fois. Vous prenez la Côte d'Ivoire indépendante de 1960, nulle part vous ne trouvez trace de cette discussion. Et la question démocratique, la question républicaine est devenue, a été portée par le fleuron justement de la science politique et du droit, et elle a évacué totalement toute l'histoire, si bien que lorsque vous dites république ou démocratie, les gens vous citent des formules, mais ce sont des formules creuses qui ne répercutent sur rien. Or, si vous avez la démarche herméneutique, donc qui consiste à consulter l'histoire et les pratiques dans leur contexte d'origine, vous savez précisément ce que dit la République. Vous savez précisément ce que dit la République. Or, que dit la République? La République est un ordre dans lequel l'individu qui était un sujet, qui appartenait à un roi, qui appartenait à un empereur, qui appartenait à une puissance politique, donc un individu, un ensemble un dunamis, comme on disait à l'époque. Cet individu-là est émancipé de cette attache. En Côte d'Ivoire, on aurait parlé de la colonie, est émancipé de cette attache et il est devenu un citoyen. Il est donc un sujet de droit. Or, qui prend la loi? Qui fait le droit? C'est le citoyen lui-même, qui est soumis à la loi qu'il a lui-même prise de façon volontaire. La loi qu'il a lui-même prise, mais à travers des représentants qu'il s'est choisis. Qu'il s'est choisi. Donc, il y a cette volonté qui s'est exprimée toujours. Donc, le citoyen devient maître de son destin. Donc, de ce point de vue, il n'y a plus d'attache verticale. Il y a une égalité parfaite entre tous les citoyens. Donc, quand vous dites citoyenneté, vous avez liberté, vous avez égalité. Or, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde, au regard de la loi, est libre? Est-ce que nous sommes tous égaux? J'en doute fortement. Dans un ordre social où ces deux choses sont absentes, il n'y a pas de république. Vous pouvez citer toutes les formules de droit que vous voulez, mais il n'y a pas de république. Regardez. Est-ce que nous sommes dans une république ou pas? Moi, je dirais, en général, je ne fais pas la fine bouche quand on me pose cette question. Je dis, si vous regardez tous les éléments, je dis qu'on n'est pas dans une république. Parce qu'il y a même eu un gap, ça m'amènerait à aller trop loin dans la façon dont les indépendances se sont faites. Et quand vous regardez, vous voyez qu'il y a eu un ratage monstrueux au moment des indépendances, si bien que vous lisez la Constitution, vous voyez la position du président de la République, vous voyez la répartition du pouvoir dans les aires culturelles, parce que la République aussi c'est ça, quand on a parlé de citoyenneté, de souveraineté populaire, alors on parle du vivre ensemble. Le but de la République, la finalité de la République, c'est le vivre ensemble. Est-ce que c'est seulement le vivre ensemble ou le faire ensemble aussi? Mais oui, mais puisque on s'approprie. Or, je vous ai parlé du tournant de l'indépendance. Qui fait la Côte d'Ivoire? Qui crée la Côte d'Ivoire? C'est la France. Mais ce n'est pas une catastrophe. La France elle-même, elle a été faite par d'autres. Donc, elle fait la Côte d'Ivoire. Elle fait la Côte d'Ivoire en unifiant des pouvoirs intérieurs, des potentats locaux, mais qui n'ont pas... et donc, elle unifie, elle fait un État central, un État unitaire. Le premier État unitaire qu'elle fait, c'est la... Mais pas dans l'intérêt. Non, pas dans l'intérêt. Bien sûr que non, mais pas dans un intérêt philanthropique, on est d'accord. Et donc, elle fait cet État pour elle, pas pour ces personnes à l'époque. Et c'est là le problème. Justement. Et il aurait fallu quoi? Que quand on a fait l'État unitaire pendant la colonie et que cet État est devenu la République, il aurait fallu maintenant une appropriation interne de la République par ceux pour qui, enfin, entre guillemets, elle a été... Oh, cette appropriation n'est jamais venue. Alors justement, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il est question au préalable de penser la République. Oui. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on l'a pensé vraiment? Non, on ne l'a pas pensé. Prenez la Constitution. Prenez la Constitution. C'est d'une légèreté absolue. Je vais vous donner deux exemples en la mettant en communication avec la Constitution française. Dans la Constitution, article 50, il est dit, affirmé clairement comme ça, que la souveraineté, c'est la République, la souveraineté appartient au peuple. Interdiction qui suit, aucun individu ni aucune section du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais dans les faits, allez dans les rues, est-ce que le citoyen est vraiment le souverain? Non.
Deuxième chose. Est-ce que le citoyen est vraiment le souverain dans n'importe quel pays du monde? Mais justement, j'allais prendre, et c'est pour ça que j'allais prendre l'exemple de cette communication avec forcément, mais c'est toujours des questions d'harmonisation. Mais je vous assure que quand vous lisez les textes de loi, quand vous voyez la pratique, je vous ai cité le cas de la Grande-Bretagne tout à l'heure, il y a toujours des territoires qui sont aménagés pour qu'en bout de course, toujours, quand bien même c'est difficile, on retrouve quand même... Toujours. C'est difficile, c'est-à-dire que c'est écrit de sorte que pour en arriver à cette irruption du peuple au devant de la scène, il y a des étapes à franchir. Mais il y a toujours, vous allez lire le texte finement, vous allez vous rendre compte qu'on a laissé la possibilité pour qu'à un moment donné, celui qui tranche soit le peuple. Or, vous prenez la Constitution de Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En France, par exemple, article 68 de la Constitution, on peut destituer le président de la République. Article 49 de la Constitution, on peut faire tomber le gouvernement. Le président de la République de Côte d'Ivoire, article 58, je crois, prêtant serment, dit « Si je manque à mon serment, que le peuple me retire sa confiance. » Mais nulle part dans la Constitution, il n'est écrit de processus par lequel on puisse retirer cette confiance au président de la République. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas dans une république. Alors, au cours de l'une de vos conférences, vous dites que la culture civique ne s'est jamais faite sans les livres. Oui. Moi, je vais vous opposer cette réflexion. Oui, dans les années 50, oui. 40-50, la Grande Chine était peuplée de peuples analphabètes. Oui. Et pourtant, les Chinois ont pu s'approprier cette culture civique dont vous parlez si bien, tout simplement parce que eux, ils sont disciplinés. Oui. Et mieux, ils ont le sens de l'histoire. Oui, c'est absolument cela. Mais ne voyez pas le livre comme l'instrument papier d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le réceptacle en lui-même, mais il est le réceptacle de quoi? Il est le réceptacle, dans le cas chinois en l'espèce, il est le réceptacle du récit national. Je vais même plus loin dans la provocation, il est le réceptacle du roman national. C'est-à-dire qu'un peuple... Une association, prenez le mot dans son étymologie, on va vous dire que l'association, une société est une association. Mais l'association, là, on y adhère en ayant regardé ses règles et tout. Si la société ivoirienne est une association, comment y avons-nous adhéré? Donc, que vous preniez l'éducation nationale, que vous preniez la pensée publique qui s'exprime dans l'espace public, quel est l'accord minimum autour duquel la société ivoirienne donc s'est entendue et quelle est la destination finale vers laquelle la société ivoirienne s'en va? Ça s'appelle le récit. Or, la défaillance majeure de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que si elle avait inventé, moi je pense, 3 récits, sous Houphouët-Boigny, sous Laurent Gbagbo. Et j'allais vous demander, la place du récit dans l'évolution de la culture politique et civique d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Oui, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui on s'est assis, nous on propose le récit républicain. Ça veut dire qu'on s'est assis. Et on a identifié un problème. Et vous avez structuré. Et vous l'avez structuré. Et vous le donnez en partage à la masse citoyenne. C'est pour cela qu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, tous les grands théoriciens de la démocratie vous disaient ceci. Et vous disaient ceci que le but de la gouvernance, c'est l'éducation des masses. Mais quand il le disait, mais bon, par rapport à des principes qu'ils avaient eux-mêmes vus plus loin. Mais cette éducation des masses, ça veut dire que nous sommes comme conditionnés pour aller dans un horizon qu'on aurait défini. Et c'est ça le récit. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Quelles sont les défaillances? Vers quoi allons-nous demain? Exactement. Comment nous le structurons et comment nous le diffusons le plus largement pour que ce soit moi, que ce soit vous, je vous mets dedans bien volontiers, que ce soit un autre, n'importe qui à la tête de l'État est capable de faire fonctionner le pays parce que le corps civique sait où il va, le récit national. Mais là aussi, c'est parce qu'on a travaillé à bâtir une nation. Très bien. Alors, mais aujourd'hui, beaucoup s'interrogent s'ils ont une nation. Il faudrait qu'on y soit arrivé, mais par la volonté. Par exemple,
voyez, là je vais vous dire quelque chose de très concret. Quand on a créé Objectif République, on l'a fait comme un mouvement, déjà pour ne pas cliver, première chose. Et ensuite, en se disant, on va proposer aux acteurs, qu'ils soient les plus grands ou les plus modestes, on va leur proposer ce récit, écouter le leur propre aussi. Et puis qu'on ait un accord minimum, comme les contractualistes le disent à la suite de Rousseau, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur quelque chose, et puis en ce moment-là, ça sera le discours de tout le monde vers lequel on s'en va. C'est par ce chemin-là que la nation peut se construire. Mais je serais allé même plus loin. Au niveau de l'éducation nationale, vous avez dit tout à l'heure que j'enseignais les lettres françaises, la littérature française. Vous savez, c'est plus de 1000 ans d'histoire qui sont rappelés chaque année à tous les gamins là, qui rentrent à l'école. Mais finalement, ils comprennent qu'ils sont dépositaires, légataires d'une grande histoire dont ils doivent être les perpétuateurs. Prenez notre système éducatif aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça on l'enseigne? Et d'ailleurs, c'est même écrit dans la Constitution. Le rôle, le devoir de l'État, c'est bien d'instruire les citoyens sur la République, sur le sens de l'État. Même l'armée doit en être instruite. C'est écrit dans la Constitution. Mais ce récit n'est pas écrit. Ce récit n'est pas écrit. Et malheureusement, comme vous le dites, les gens le tiennent pour quelque chose d'accessoire. Et pourtant, c'est même une évidence. C'est le centre. Si vous ne faites pas ça, mais Félix Houphouët-Boigny, la figure derrière laquelle tout le RHDP se réfugie, mais il a fait de grandes choses. Ouais. Il décède en 1993. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ouais. Le pays tombe en faillite. Je ne souhaite pas la même chose pour M. Ouattara, parce qu'il aurait fait de grandes choses, mais après lui, il se passera quoi? Après lui, il se passera quoi? Sinon, M. Félix Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny a fait d'immenses choses. Mais parce que vous n'avez pas le corps civique et populaire qui accompagne, mais quand vous n'êtes plus là, tout s'écoule. Il y a, dans votre discours au lancement du mouvement Objectif République, vous dites Objectif République veut ériger des citoyens proprement dits. Pour nous, il est question de revendiquer notre citoyenneté. Il faut être à la hauteur de la concitoyenneté. Il faut être pénétré que le souverain est le peuple. Vous en parliez tout à l'heure. Il faut conformer nos pratiques politiques et notre constitution avec la République qui a pour savoir, qui a pour valeur, la citoyenneté et la souveraineté. Il est important de savoir que dans une République, les individus sont des sujets de loi. Oui. A priori, c'est une évidence. Oui, a priori, vraiment ça. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que normalement, tout le monde doit le savoir. Est-ce que le problème, c'est pas le fait qu'on ne perçoit pas cela comme une évidence? Justement, moi, demain, vous me direz, il y a des gens qui, souvent, on est bien fiers, surtout quand on a des postes hauts dans l'administration, on est bien fiers de dire, je suis le président de la République, je suis ministre de la République. Mais ça, il y a des responsabilités. Tout à fait. Il y a des responsabilités. La première responsabilité, vous savez, c'est laquelle? C'est de considérer qu'il y a un respect, je dis bien sacré, il y a un respect, je dis bien sacré, qui est dû aux citoyens. Parce que, comme le disaient les Romains à l'époque, la majesté est au... C'est comme ça qu'ils le disaient. Quand ils ont basculé de la monarchie à la République, c'est pour ça que je parlais d'herméneutique au début, ils ont postulé la majesté du peuple. Celui qui a la majesté, celui qui a la grandeur, celui qui a la puissance, c'est le citoyen, c'est le peuple. Or, dans notre esprit, quand nous parlons nous-mêmes, celui qui a la majesté, celui qui a la grandeur, c'est le président de la République. C'est ça, oui. C'est une inversion des valeurs, absolue. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes convaincus que le citoyen n'a pas les moyens de relever les défis. Moi, je crois au génie du citoyen. Je crois que ce n'est pas parce qu'on aura fait du citoyen le souverain que les pays vont s'écrouler. Depuis 1960, nous avons des hégémons à la tête de nos États, mais ils n'ont pas pour autant progressé. Non, il faut faire la chose simple, que d'ailleurs tout le monde... Redonner du pouvoir aux citoyens, tout simplement. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme votre enfant à la maison. Vous avez peur qu'il s'émancipe. Et pourtant, quand il s'émancipe, il ne va pas mourir demain. Tout à fait. Parce qu'il y a des mécanismes internes propres à lui. Quand l'autre des quatre disait que le bon sens est au monde la chose la mieux distribuée, mais c'est à l'égard de tout ça. C'est le bon sens. Les gens ont du bon sens. Ils savent déterminer leur intérêt propre
dans l'intérêt général. Il faut leur faire confiance. Le pays ne va pas s'écrouler pour autant. Très bien. C'est sur ces mots Merci. qu'on va refermer cet entretien. Merci d'avoir accepté mon invitation une fois encore.